Capform Senior l'émission. Aujourd'hui, nous allons tenter de mieux comprendre le syndrome métabolique. Certainement inconnu d'une grande partie de la population, il touche pourtant un nombre croissant de personnes. Nos comportements sédentaires, notre déficit d'activité physique, nos mauvaises habitudes alimentaires influent son émergence et l'augmentation de sa prévalence en France. Non considéré comme une maladie, mais défini par la concomitance d'une obésité abdominale avec plusieurs désordres métaboliques, le syndrome métabolique constitue un risque majeur pour notre santé, augmentant les facteurs de risque de certaines pathologies, notamment des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2. Pour prendre conscience des enjeux et connaître les recommandations de la communauté scientifique, nous avons questionné M. Frédéric Dutheil, professeur en médecine, chef du service santé-travail-environnement au CHU de Clermont-Ferrand. Une partie de ses travaux ont porté sur la place des activités physiques pour traiter le syndrome métabolique. Et Madame Nathalie Boisseau, professeure en physiologie du sport à l'UFR STAPS de Clermont-Ferrand, membre du laboratoire d'adaptation métabolique à l'exercice en conditions physiologiques et pathologiques. Chacun nous livrera son avis quant aux comportements préventifs et curatifs à adopter. Nous finirons cette émission en compagnie de notre coach Capform. Nous vous conseillerons les types d'exercices à inclure dans votre pratique sportive. Capform Senior, l'émission, des infos pour votre forme et pour votre santé. Il y a deux types de tissu adipeux. Il y a le tissu adipeux sous-cutané, qui est relativement inoffensif, et il y a le tissu adipeux viscéral abdominal. Et c'est celui-ci qui va nous intéresser, en particulier dans le cadre du syndrome métabolique. C'est quoi ce tissu adipeux? C'est le tissu qui est à l'intérieur du ventre. Il va entourer les viscères. C'est pour ça qu'on parle de tissu adipeux viscéral. Il va entourer le côlon, il va entourer les reins, il va entourer les surrénales. Et ce tissu adipeux, il sécrète tout un tas d'hormones. Il y en a plus de 50 qui ont été décrites, sécrétées par ce tissu adipeux, viscéral abdominal. Et le souci, c'est que toutes ces hormones, elles vont influer, entraîner ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Par exemple, il va sécréter, ce tissu adipeux, des hormones pro-inflammatoires qui vont faire une inflammation au niveau des artères. Ça va donner de l'hypertension artérielle au niveau du pancréas, ça va donner du diabète et il va y avoir un relargage du cholestérol également. Donc tout ça mis bout à bout, il y a un critère essentiel, l'obésité abdominale. Et ensuite, il faut deux critères parmi ceux qu'on a cités, l'hypertension artérielle, une glycémie élevée, c'est-à-dire un état prédiabétique, et on va dire du cholestérol, en tout cas pas assez de bon cholestérol, le HDL. Quelle est la prévalence du syndrome métabolique en France ? En France, on est aux alentours de 20%. Les études vont de 10 à 25%. C'est un petit peu plus fréquent chez l'homme. Mais dans certains pays où il y a moins d'activité physique, ou une alimentation qui est plus déséquilibrée, par exemple aux États-Unis, on peut monter jusqu'à 40% des plus de 50 ans qui ont un syndrome métabolique aux États-Unis, par exemple. L'apparition du syndrome métabolique est-elle due exclusivement à des facteurs comportementaux ou y a-t-il une part génétique? Non, il y a une part génétique. C'est exactement comme dans le diabète ou comme dans d'autres pathologies de ce type-là. Il y a toujours, d'une façon générale, une coexistence entre la génétique, l'inné et l'acquis, c'est-à-dire nos comportements. Dans ce cas-là, l'activité physique, par exemple, ce qu'on mange, la nutrition. Il y a toujours un mix entre les deux. Alors, en ce qui concerne justement l'apparition, mettons, d'un diabète de type 2 ou des maladies cardiovasculaires, est-ce qu'on observe les mêmes facteurs de risque chez les hommes ou chez les femmes? Est-ce que non, ce sont les mêmes? Les femmes sont entre guillemets protégées, en particulier jusqu'à la ménopause. C'est les hormones sexuelles. Les hormones sexuelles féminines protègent du risque cardiovasculaire. Donc c'est statistiquement, au niveau des populations, ça peut arriver, mais c'est très rare d'avoir par exemple un infarctus du myocarde avant la ménopause chez les femmes. Donc oui, ça c'est il y a une très forte différence homme-femme. Au niveau nutritionnel, est-ce que vous auriez des recommandations générales? Pouvons-nous déterminer une alimentation qui semblerait plus efficace pour diminuer son taux adipeux viscéral? Alors, il y a plein de questions. Déjà, s'il y a
un facteur principal à retenir, ça a été très bien démontré, c'est nous qui l'avons démontré, c'est le pourcentage de fibres dans l'alimentation. C'est vraiment ça. Si on regarde tous les macronutriments, les glucides, les lipides, les protides, si on regarde également les micronutriments, si on regarde aussi simplement les apports énergétiques, plus que tout ça, le plus important, de façon très significative, et non seulement sur chacun des critères du syndrome métabolique qu'on a défini tout à l'heure, la glycémie un petit peu élevée, la tension artérielle, systolique, diastolique, l'obésité abdominale en elle-même, hein, le facteur principal, ou sur les taux de cholestérol. Si on regarde aussi ce qui explique le mieux les améliorations, y compris sur d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, c'est les fibres, le pourcentage de fibres dans l'alimentation. Si on augmente nos apports en fibres, statistiquement, on va corriger la composition corporelle, en particulier le tissu adipeux viscéral abdominal, et on va aussi diminuer l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire. Ça, c'est si on doit retenir la chose la plus importante. Quel type d'activité physique et sportive, vous l'avez cité comme un élément qui pouvait favoriser son traitement, s'avère le plus pertinent? Alors, je vais y répondre en deux temps. Premier temps, pour moi, il y a une triade pour traiter le syndrome métabolique. La nutrition, on en a déjà parlé. Tout vient du tissu adipeux viscéral abdominal. Donc, comment est-ce qu'on va perdre ce tissu viscéral abdominal? Forcément, il faudra que la balance énergétique soit négative. C'est-à-dire que les dépenses soient supérieures aux apports. Dans ce cas-là, comment on fait? Il y a soit on diminue les apports, c'est la nutrition, ce qu'on a parlé. À un moment, il faudra forcément soit manger moins, ou en tout cas rééquilibrer son alimentation. Plus de fibres, donc plus de fruits, plus de légumes, et une alimentation moins riche. Et la deuxième solution, c'est d'augmenter les dépenses énergétiques. Et les dépenses énergétiques, comment est-ce qu'on les augmente? C'est principalement l'activité physique. Il y a un gros avantage de rajouter de l'activité physique, c'est que contrairement à ce que les gens pensent, quand on perd du poids, on ne perd pas que du tissu adipeux. On perd malheureusement une forte proportion de masse musculaire. Et en fait, rajouter cette activité physique, ça va permettre de limiter la perte de masse musculaire. J'ai dit que c'était une triade, donc nutrition, activité physique et l'éducation. Ça, c'est très bien démontré scientifiquement aussi. Si les patients comprennent le syndrome métabolique, comprennent les enjeux, ont des connaissances en nutrition, ont des connaissances en activité physique, statistiquement, ces patients-là seront plus compliants, feront plus d'activité physique, suivront mieux les conseils nutritionnels. Donc, activité physique, nutrition et éducation. Ça, c'est, je pense, la triade importante pour traiter le syndrome métabolique. Il faut forcément que les patients comprennent. Et la dernière partie de votre question, du coup, c'est quel type d'activité physique? En fait, le facteur clé, c'est l'intensité. Bien entendu, quand il y a un syndrome métabolique, il peut y avoir d'autres pathologies, mais d'une façon générale, si le patient peut, plus l'activité sera intense, meilleurs seront les bénéfices. Et contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas de faire des activités en endurance, c'est-à-dire de la marche ou de la course à pied, pour ceux qui peuvent, du vélo ou de la natation, c'est-à-dire des activités qui nécessitent de respirer et qui ont lieu pendant longtemps. Ça, ce sont des activités en endurance. C'est pas ça qui marche le mieux. Ce qui marche le mieux, c'est plutôt des activités en force. Typiquement, c'est soulever des charges, c'est de la musculation. C'est ce qu'on appelle des activités, en anglais, on appelle ça des activités en résistance. La résistance, c'est des activités en force. Mais c'est pas faire des abdominaux. Ouais, alors, on ne déstocke pas. Ça, c'est une idée fausse que les gens ont. Ils pensent que le corps va prendre le tissu adipeux qui est situé immédiatement à côté du muscle qui est travaillé. Non, si vous faites des squats, vous avez une barre sur le dos et vous descendez. S'il y a des problèmes de rachis, tout simplement vous êtes allongé ou assis sur une presse et vous poussez avec vos jambes. Même si les quadriceps peuvent être éloignés du tissu adipeux, viscéral abdominal, malgré tout, la bonne nouvelle, c'est que le premier tissu adipeux qui est déstocké,
c'est le tissu adipeux viscéral abdominal. C'est pas le tissu adipeux sous-cutané. Je vous ai dit qu'il y avait deux types de tissu adipeux sous-cutané. C'est celui qu'il y a par exemple chez les femmes au niveau des hanches. Et ça, c'est plutôt protecteur. Hein. C'est ce qui fait que c'est confortable quand on s'assoit. C'est ce qui fait que si on tombe, on va pas se casser le col du fémur. Pourquoi? Parce que voilà, il y a une petite couche de tissu adipeux qui va amortir. C'est pas ce tissu adipeux-là qui va être déstocké en premier. Le premier tissu qui va être mobilisé, c'est le tissu adipeux viscéral abdominal. Et ça, c'est énormément positif pour les patients. C'est-à-dire que finalement, naturellement, ce qu'on va mobiliser quand on fait de l'activité physique, c'est le tissu qui est dangereux. Le tissu adipeux viscéral abdominal. Ça, c'est absolument magnifique. Et donc, quel type d'activité physique? C'est n'importe quel type d'activité en force. Si vous faites du développé couché, vous êtes allongé et vous poussez une barre allongée sur un banc. Si vous faites du dos, vous allez déstocker votre tissu adipeux viscéral abdominal. Donc je redis, non, ce n'est pas faire des abdominaux pour déstocker le tissu adipeux viscéral abdominal. Je suis bien convaincu que pour plein de raisons, je veux dire, notamment en prenant de l'âge, avec le vieillissement, on devrait faire de la musculation. Pour autant, c'est quand même la chose qui est la moins accessible pour tout un chacun. Alors, pareil, je vois deux sous-questions. Il y a la perception du public d'une façon générale, et y compris des scientifiques. Et en fait, c'est notre étude, il y a nos premiers travaux dans les années 2010 qui ont contribué à fortement changer les recommandations internationales. Avant, on était sur des activités en endurance. Maintenant, quand vous lisez les recommandations internationales, on est bien sur cette dualité à la fois de l'endurance et à la fois des activités en force, des activités en résistance. Donc, ça, il y a la communauté scientifique et les personnes d'une façon générale. Donc maintenant, je pense qu'en tout cas, du point de vue scientifique, c'est assez bien ancré qu'il faut des activités en résistance. Et pour le grand public, en fait, il y a des activités en force qu'on peut faire sans forcément avoir des haltères, juste avec le poids du corps. Mais là, on va sur l'aspect motivationnel, c'est-à-dire que si on part là-dessus, a priori, ça veut dire que c'est pas une activité qui se fait dans une salle de sport ou en club, que c'est des activités qui sont à domicile. Si ça convient à la personne, pourquoi pas? Mais il y a aussi un facteur motivation. Quand on va se rendre dans une salle de sport, souvent on est plus motivé, on est plus entraîné par un groupe. Mais pour ceux qui veulent faire seul, on peut faire des choses avec le poids du corps. Si vous vous mettez debout simplement et que vous vous agenouillez et vous remontez, si vous avez mal au genou pour des problèmes d'arthrose, vous descendez tout simplement moins bas, ça équivaut à des squats, d'autant plus que, comme on l'a dit, il y a souvent une obésité abdominale, donc en tout cas une surcharge pondérale, donc la charge va pouvoir être relativement importante. Et après, simplement, si jamais la personne arrive à faire plus de 20 répétitions, mettre par exemple une haltère dans chaque main, 5 kg dans chaque main, par exemple, et voilà, et augmenter la charge. En tout cas, c'est tout à fait possible de le faire sans infrastructure. Par contre, sans infrastructure, il faudra vraiment être coaché, que quelqu'un ait montré, et voilà, et éduqué. Existe-t-il malgré tout des traitements médicamenteux qui sont associés? Alors oui, mais on ne va pas... quand je vous ai dit dans les définitions, tout vient du tissu adipeux viscéral abdominal. Donc il n'y a pas de médicament qui marche réellement pour perdre le tissu adipeux viscéral abdominal. Donc les traitements médicamenteux, ce sera pour traiter les conséquences, c'est-à-dire tout ce que les facteurs de risque associés au syndrome métabolique. Par exemple, si vous avez de l'hypertension artérielle, si on ne retrouve pas la cause, hormis l'obésité abdominale, on donnera des antihypertenseurs. S'il y a du diabète ou un état prédiabétique, on pourra donner des antidiabétiques oraux, voire de l'insuline si c'est plus élevé. Mais en fait, on ne va pas traiter la cause. Les médicaments seront là pour traiter les facteurs de risque associés au syndrome métabolique. Alors pour adopter des comportements plus favorables dans notre quotidien, modifier nos habitudes alimentaires, vous en avez parlé, reprendre une activité physique adaptée, il nous faut souvent de l'aide, être conseillé, accompagné. Quels sont les différents interlocuteurs possibles pour une prise en charge efficace? Alors, déjà je vais revenir sur la triade. Le troisième point que j'avais dit, c'est l'éducation. Si un patient comprend sa maladie, naturellement, il va être moins
sédentaire. Par exemple, quand vous êtes venu, vous avez monté les escaliers. Ben voilà, ça participe à faire de l'activité physique et profiter des actes de la vie quotidienne pour être moins sédentaire. Donc, je dirais que tout dépend du niveau de la pathologie et des niveaux des complications. La plupart du temps, le syndrome métabolique intervient chez des patients qui sont âgés, donc ils peuvent avoir d'autres pathologies. S'il y a d'autres pathologies qui peuvent être invalidantes, comme par exemple, je ne sais pas, une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule, enfin, s'il y a des choses de ce type-là, je pense que le début peut très bien aller dans le cadre carrément d'un hôpital de jour. Un hôpital de jour, par exemple, en médecine du sport, pour qu'il y ait des professionnels qui puissent déterminer le type d'activité physique. Il peut y avoir une épreuve d'effort au début, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis cardiovasculaires qui empêchent ou qui limitent la pratique d'activité physique. Enfin, ça, c'est le niveau le plus élevé, entre guillemets, c'est s'il y a des pathologies associées qui nécessitent une prise en charge réellement spécialisée. Ensuite, s'il y a globalement pas d'autres facteurs de risque, il y a des préparateurs physiques ou des kinésithérapeutes qui peuvent tout à fait aider les patients dans cette remise en forme. Et s'il y a, cette fois-ci, le dernier niveau, très peu de facteurs de risque, les médecins généralistes ou les médecins d'une façon générale normalement ont tout à fait les compétences pour aider les patients. Alors on a parlé du tissu adipeux viscéral, à cause de tous les maux, mais comment on peut le détecter? Il y a différentes possibilités. Il y a soit des méthodes de référence, c'est un scanner, mais un scanner c'est irradiant, ça prend du temps. Si on irradie, ça peut augmenter le risque de cancer. Les rayons X, c'est pas anodin. Donc classiquement, hormis en recherche, on ne mesure pas le tissu adipeux viscéral avec un scanner. Il peut y avoir de l'IRM. Là, c'est non irradiant, une IRM. Par contre, ça coûte très cher. Ça demande un temps d'analyse relativement conséquent. Donc on va aussi réserver l'IRM pour la recherche. Après, on peut le mesurer avec ce qu'on appelle en français, en langage courant, un ostéodensitomètre. Un ostéodensitomètre est basé sur la densitométrie. Et même si en France, l'ostéodensitométrie est prescrit pour mesurer les os, la densité minérale osseuse, voilà, le contenu minéral osseux, en pratique, il mesure bien les trois compartiments. L'os, la masse maigre et la masse grasse. Donc on peut tout à fait, en ostéodensitométrie, mesurer le tissu adipeux viscéral abdominal. Vous construisez en fait un carré au-dessus de le bord supérieur de la deuxième vertèbre, de la deuxième vertèbre lombaire, le bord inférieur de la quatrième, et vous arrêtez, là vous avez les limites inférieures et supérieures, et verticalement, vous arrêtez au niveau des côtes flottantes. Et dans ce carré-là, statistiquement, vous avez la mesure du tissu adipeux viscéral abdominal. Mais c'est pareil, même si c'est pour le coup très peu irradiant, il faut se rendre à l'hôpital. Ça reste malgré tout un petit peu irradiant, il y a du temps médical derrière, bref, c'est pas l'idéal. Donc les deux choses qu'on fait en pratique courante, c'est soit en échographie, mais là c'est pareil, en échographie c'est pas très pratique, c'est opérateur dépendant, il faut un temps d'entraînement, il faut un échographe, les échographes c'est relativement cher. La méthode principale, c'est en impédance-métrie, mais tous les impédance-mètres ne mesurent pas le tissu adipeux viscéral abdominal. Mais il y a certains impédance-mètres maintenant, alors c'est des machines pour le coup qui sont un petit peu chères, qui sont aux alentours de 20 000 €, donc c'est pas quelque chose qu'un patient peut acheter et mettre chez lui, ça reste plutôt pour des professionnels de santé, mais ces outils-là permettent très clairement d'avoir une très bonne approximation du tissu adipeux viscéral abdominal de façon non irradiante, reproductible,
très rapide et très facile à mesurer. Ça dure environ 25 secondes, la mesure. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les patients comprennent très facilement leur composition corporelle et ils sont même demandeurs ensuite de voir si jamais ils se mettent à faire un régime, à faire de l'activité physique. Ils sont naturellement demandeurs de voir si leur composition corporelle a changé. Parce qu'après, chez certaines personnes, hein, ce qu'on veut, c'est pas forcément qu'ils perdent du poids. On peut très bien rester à poids constant, mais s'ils perdent 3 kg de tissu adipeux et qu'ils gagnent 3 kg de masse musculaire, tout le monde est content. Les médecins comme les patients. Donc ça reste utile d'essayer de suivre l'évolution de ce tissu adipeux viscéral. C'est ce qu'on vient de dire, simplement spécifiquement sur le tissu adipeux mesural, il faut le mesurer. Il y a une autre façon que j'ai pas dit, et peut-être de façon beaucoup plus facile, c'est simplement mesurer le périmètre abdominal. Ça c'est accessible absolument à tout le monde. Il y a sur le côté, vous avez ce qu'on appelle la crête iliaque. Oui. C'est l'os du bassin qu'on sent. Vous avez les côtes flottantes. Vous prenez à l'horizontale entre les deux et vous mesurez. Donc c'est pas l'endroit où le ventre est le plus gros, c'est vraiment cet endroit-là. Crête iliaque, bord inférieur de la dernière côte flottante, vous mettez à l'horizontale et vous faites le tour tout simplement. Et ça c'est le périmètre abdominal. Ça c'est la meilleure méthode de mesure accessible absolument par tout médecin. C'est une mesure, je pense, indispensable à avoir. Malgré tout, un diagnostic aussi peut-être d'hypertension ou de cholestérol élevé, voire de diabète. Il faut se mettre aussi à l'activité physique et contrôler son alimentation. C'est les deux principaux enseignements à tirer, sans doute, pour traiter. Sachant que s'il y a réellement des facteurs de risque cardiovasculaires, vu que le syndrome métabolique, finalement, c'est une association de facteurs de risque cardiovasculaires, suivant les cas, peut-être qu'il faut aller voir son médecin pour voir s'il y a indication, par exemple, de faire une épreuve d'effort pour être sûr que la personne peut faire de l'activité physique de manière sereine. Donc c'est peut-être juste le seul petit bémol, éventuellement, s'il y a de multiples facteurs de risque cardiovasculaire associés, peut-être qu'un petit check-up médical, et d'autant plus que dans votre question précédente, il y avait comment mesurer le tissu adipeux viscéral abdominal, mais il y a aussi la question de la mesure des facteurs de risque associés. Donc il faut à minimum une prise de sang, voir le niveau de diabète, les niveaux des différents marqueurs pour le cholestérol, éventuellement le niveau d'inflammation, pour pouvoir suivre et voir si ça s'améliore. D'autre part, la plupart des patients qui ont un syndrome métabolique ont déjà des traitements médicamenteux. S'il y a une perte de poids, qu'il y a plus de masse musculaire, qu'il y a plus d'activité physique, peut-être tout simplement qu'il n'y aura plus lieu de prendre un antihypertenseur. Après, ça peut être dangereux si on n'est pas suivi régulièrement. Parce que si la tension se normalise mais qu'on prend un antihypertenseur, dans ce cas, il peut y avoir des petits malaises entre guillemets vagos, parce que la tension sera trop basse, tout simplement. En tout cas, c'est très fréquent. Nous, c'est des données qu'on a publiées. Il y a un pourcentage relativement élevé de patients qui ont diminué leur consommation médicamenteuse. On arrive quasiment, de mémoire, entre 30 et 50% suivant les patients, de diminution de consommation médicamenteuse de par l'activité physique. Et on a même certains patients qui étaient sous insuline, c'est-à-dire qu'ils avaient un syndrome métabolique plus un diabète. L'activité physique, la rééquilibration de l'alimentation, la perte de poids a tout simplement permis d'arrêter l'insuline. Donc oui, le suivi médical, en particulier s'il y a des médicaments associés, est très important parce qu'il va falloir rééquilibrer, diminuer a priori les médicaments. Et ça, c'est l'un des gros aspects positifs. Et les patients, c'est très motivant. S'il y a un antihypertenseur pris 2 fois par jour, qu'il y a un antidiabétique ou quelque chose pour la glycémie pris 3 fois par jour, on est déjà à 5 pilules. Si vous rajoutez un médicament pour le cholestérol, vous rajoutez, on peut très facilement être à 7-8 comprimés par jour. Si un patient n'en prend plus que 2 ou 3,
Enfin, ça c'est très matériel, c'est génial, je prends quasiment plus de médicaments. Il y a même certains patients, ils arrivent à ne plus prendre aucun médicament. Par contre, ça c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Ce qui est important, c'est que on ne peut pas déstocker du tissu adipeux trop rapidement. Il y a une certaine limite. Et en fait, si on fait quelque chose de trop restrictif, ce qu'on va perdre, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas du tissu adipeux, ça va être la masse musculaire. Donc il vaut mieux quelque chose de progressif, planifié dans le temps, à long terme. Et là, il y a toutes les chances de succès. Alors lutter contre le syndrome métabolique, c'est lutter contre tous les facteurs de risque associés, donc l'obésité, l'hypertension, les problèmes de triglycéridémie quand ils sont trop importants, des problèmes de cholestérol. Donc tout ça, on se rend compte que c'est quand même très lié à la façon de vivre des individus, la nutrition, évidemment, et souvent le manque d'inactivité physique qui est souvent associé à des temps de sédentarité trop importants. Donc c'est un petit peu les deux côtés sur lesquels on peut jouer, la nutrition globalement, sur un plan quantitatif et qualitatif, et puis la prise en charge de la personne pour qu'elle bouge. Qu'elle bouge pour qu'elle ne reste pas assise toute la journée, ça c'est la lutte contre la sédentarité. Et après on a la prise en charge par l'activité physique où on peut proposer des prises en charge, ce qu'on appelle chez nous des programmes d'APA, en tout cas par nos étudiants qui sont en STAPS, c'est-à-dire des programmes adaptés à la pathologie de la personne pour essayer d'améliorer son état. Alors les recommandations sont souvent données chez les personnes en surpoids ou obèses, ça va être de limiter le nombre de kilocalories déjà si les dépenses énergétiques sont insuffisantes, pour que dans la balance, il n'y ait pas trop d'apport par rapport aux dépenses. Donc ça, c'est très quantitatif, c'est un nombre de kilocalories, mais ça ne suffit pas. Il faut aller chercher derrière l'aspect qualitatif de ce qu'on va manger. Et là, on peut préconiser de réduire les graisses, surtout les mauvaises graisses qui sont plutôt représentées par les acides gras saturés, c'est souvent les graisses animales. Essayer de passer sur des graisses plutôt végétales. Et puis limiter les sucres, et en particulier les sucres qui vont élever les taux d'insuline, qui sont donc cette hormone qui permet de réguler le taux de sucre que vous avez dans le sang. Normalement, les protéines, il faudrait veiller à les garder et à consommer des acides aminés, ce qui est la partie intégrante des protéines, de bonne qualité pour maintenir une masse musculaire suffisante. Donc pas diminuer cet apport en protéines. De là à prendre des apports, on va dire exogènes, c'est-à-dire à travers des boissons, des produits de l'effort ou autres, pas nécessairement si on mange bien, mais de conserver une bonne quantité de protéines. Alors si on en vient maintenant justement à l'activité physique, quel type d'activité physique et sportive s'avère le plus pertinent? Alors ça, on prend le temps d'expliquer aux gens qui viennent nous voir. Il y a vraiment deux choses à dire. La première, c'est que même si vous n'êtes pas actif au sens où vous pratiquez une activité physique, ce serait déjà bien de ne pas être sédentaire. C'est-à-dire de ne pas rester plus de 2, 3, 4, 5, 6 heures par jour assis ou allongé, en dehors de la nuit de sommeil. Ce qui est déjà difficile pour les gens qui sont peu actifs. Mais de marcher, d'entrecouper les phases où on est assis par le fait de se lever, de couper cette sédentarité, c'est déjà une chose. Après, si déjà on arrive à ça, c'est déjà pas mal. Mais si on propose une activité physique, là, il y a plein de choses possibles. Et je crois qu'il faut savoir écouter les gens et aussi ce qu'ils ont envie de faire, parce que si vous imposez des modalités d'effort à des gens qui n'ont pas envie de les pratiquer, ils vont les pratiquer trop peu de temps pour que ce soit bénéfique. Donc la première chose, c'est de discuter, de voir un petit peu ce qui peut être positif pour la personne. Est-ce qu'elle préfère marcher? Est-ce qu'elle préfère nager? Est-ce qu'elle marche avec des bâtons? Est-ce qu'elle marche sans bâton? Est-ce qu'elle préfère courir ou peut-elle courir malgré son surpoids, etc. C'est déjà cibler les activités. Et une fois qu'on a à peu près les activités, eh bien là, on peut rentrer sur ce qu'on fait nous de manière plus précise en recherche, c'est de travailler sur les intensités et les durées. Et là, de réguler les intensités et les durées, c'est nos programmes de recherche. On a des résultats intéressants sur certaines modalités par rapport à d'autres. Donc, en fonction de ce qu'on va vouloir travailler, est-ce qu'on est plus sur la lutte contre l'hypertension, contre l'obésité abdominale, contre des taux de triglycérides ou de cholestérol trop élevés, on va cibler le programme un petit peu plus. Et vous me demandiez par rapport aux efforts intenses s'il y en avait, il peut y en avoir. Et nous, on travaille particulièrement sur ce qu'on appelle le HIIT, en anglais pour High Intensity Interval Training, ce qui veut dire qu'on fait des efforts intenses, assez brefs, entrecoupés de phases de récupération et exercices qu'on réitère.
Donc on a vraiment des accélérations, décélérations, accélérations, décélérations. Et ces modalités d'effort qu'on peut faire sur vélo, par exemple, en course, oui, mais plus difficile si on est en surcharge. Eh bien, en vélo, par exemple, on a des résultats extrêmement positifs sur la perte, non pas de poids, mais surtout de masse grasse. Donc, c'est la part qui nous intéresse, puisque c'est elle qui est corrélée aux maladies cardiovasculaires. Et en particulier, la masse grasse abdominale, qui est la plus nocive pour la santé. On peut aussi faire des efforts très peu intenses mais très longs et dans ces cas-là, on va brûler les graisses pendant l'effort. Sur ce que je vous ai mentionné en termes de HIIT, on a tendance à perdre la masse grasse mais plutôt en récupération, c'est-à-dire sur les heures qui suivent l'effort. Ce sont des stratégies différentes. Quand on part sur le renforcement musculaire, l'idée c'est plutôt de maintenir ou d'augmenter sa masse musculaire et on sait que la masse musculaire, elle est très consommatrice d'énergie même à rien faire. Ce qui fait que même au repos, si vous êtes musclé, vous allez dépenser plus d'énergie que quelqu'un qui n'est pas musclé. Et quand on dépense de l'énergie, on dépense aussi du gras, donc indirectement, on peut aussi maigrir. Existe aussi maintenant des maisons sport santé qui vont intégrer des gens qui ont des pathologies de ce type et qui vont les prendre sur du long terme, parce que c'est quand même là que la chose est intéressante, c'est de pouvoir suivre sur du long terme. Quand vous êtes pris en charge par un CHU ou autre, on a souvent une prise en charge qui peut être d'une durée à court terme, donc pouvoir prolonger sur ces maisons sport santé, c'est extrêmement important. Et puis donner le goût aux gens à travers ces maisons sport santé pour qu'ensuite, il y ait une pratique qui se poursuive et qui se poursuive toute la vie en fait. C'est plus des comportements après adaptatifs à poursuivre au quotidien. Et quand la personne se sent apte à poursuivre par elle-même ou s'inscrire dans un club ou une salle de fitness, à ce moment-là, il quitte ces établissements un peu plus médicalisés pour partir sur quelque chose de plus associatif. Un meilleur équilibre alimentaire et une activité physique régulière apparaissent être les remèdes principaux pour combattre le syndrome métabolique. Concernant l'activité physique et sportive, des préconisations avancées, nous retiendrons l'intensité doit être suffisante pour que l'exercice soit efficace et pour obtenir les meilleurs bénéfices possibles. L'association d'exercices de musculation et d'endurance active semble apporter les meilleurs résultats. Cette stratégie permettra de maintenir sa masse musculaire tout en perdant du poids. Les objectifs recherchés, obtenir un déficit calorique en augmentant les dépenses énergétiques et mobiliser en priorité le tissu adipeux viscéral. Pour savoir comment s'y prendre, passons au conseil du coach. Les exercices de renforcement musculaire pourront être réalisés à poids de corps ou avec des poids additionnels. Sollicitez le bas et le haut du corps. De nombreux exercices existent. Si tous contribuent à atteindre notre objectif, nous retiendrons particulièrement des exercices dits full body de l'ensemble du corps. Ils auront l'avantage de vous muscler harmonieusement, d'augmenter la dépense énergétique durant l'exercice, d'induire une sollicitation de votre coordination. Voici quelques exemples parmi d'autres exercices possibles. Pour les exercices cardio-respiratoires, nous emploierons la méthode du fractionné, c'est-à-dire la succession d'efforts entrecoupés par des récupérations courtes. L'évaluation de l'intensité de l'effort prendra en compte notre niveau d'essoufflement. Pour cela, notre repère sera notre débit possible de parole durant l'exercice. En endurance active, nous viserons « je ne peux dire que quelques phrases saccadées » à « je ne peux dire que quelques mots pendant l'effort ».
Pour commencer et s'habituer à ce type d'exercice, nous pouvons rester sur un parcours plat. Comme exemple, 2 organisations différentes pour des sollicitations comparables. Voilà, j'ai tracé ma zone, à peu près 15 secondes d'effort, un petit peu plus, une zone qui fait aux alentours de 30 mètres, avec aux extrémités, mes 2 zones de 10 mètres. Je vais démarrer mon effort sur un temps global, une première série de 4 minutes, je prends mon temps et je suis parti en marche active, où je vais utiliser réellement mes bras, coude avant-arrière, un mouvement amplifié de mes bras. J'essaie de mettre du rythme. Quand j'arrive au bout, je relâche mon effort. En aller-retour, ça fera à peu près aussi une dizaine ou quinzaine de secondes de récupération et je redémarre. Je relâche sans trop ralentir et je repars. Voilà, je sens que progressivement, la fréquence cardiaque augmente pendant l'effort et j'essaie de tenir un niveau d'effort. Là, je peux parler, donc je pourrais dire que quelques phrases avec le temps global qui augmente. Voilà, je vais maintenir ce type d'effort pendant, dans un premier temps, 2 séries à 3 séries de 4 minutes. Je prends 2 minutes de récupération et puis progressivement, je vais faire augmenter mon temps de maintien sur des 5 minutes, des 6 minutes et ainsi de suite en plusieurs séries. Donc ce qui est important, ça va être effectivement d'essayer malgré tout de tenir un bon rythme de marche en utilisant ses bras également. Par la suite, eh bien, de mes 15 secondes d'effort, je vais pouvoir augmenter mon temps de marche pendant l'effort, pendant une répétition, en passant des 20 secondes, des 30 secondes, pour aller jusqu'à des 45 secondes, avec toujours 15 secondes de récupération entre les efforts. Et pour faire ça, le mieux, c'est malgré tout d'essayer de faire l'effort en continu, le long d'un chemin, sans s'arrêter, sans tracer forcément ce balisage. Par exemple, ici, je vais utiliser, puisqu'il y a une petite piste qui est tracée, et je vais prendre mon temps, et je vais partir, par exemple, pour 30 secondes d'effort. « 15 secondes où je relâche. Et je reprends 30 secondes d'effort. Et ainsi de suite sur 4, 5, 6, 10 minutes. En une fois ou par série quand on est sur des temps courts comme 3 ou 4 minutes de maintien.
Après cette période d'augmentation de niveau de sollicitation cardio-respiratoire et progressée, nous pouvons réaliser un travail mixte associant des exercices de renforcement musculaire, full body ou pas, et des sollicitations cardio-respiratoires aux intensités d'endurance active. Là aussi, vous pouvez utiliser des formats en aller-retour ou en ligne. Un exemple, faire un exercice de renforcement musculaire, enchaîner avec un temps de marche active, puis immédiatement répéter l'exercice de renforcement musculaire. Réalisez ce schéma un nombre de fois donné pour que le temps global d'effort dure suffisamment longtemps. Pour s'adapter, commencez par 2 à 3 séries de 4 minutes d'effort avec 2 à 1 minute de récupération entre les séries. Les temps de marche active seront compris entre 10 et 45 secondes. Par la suite, nous essaierons d'atteindre des temps de série plus longs, 5 à 10 minutes, et pourquoi pas progressivement aller à des efforts plus en continu de 15 à 20 minutes. Je récupère sur ma zone de 2 fois 10 mètres. Et à chaque extrémité, renforcement musculaire. J'essaie d'avoir un rythme soutenu en utilisant bien mes bras. Encore un palier supplémentaire au niveau de l'intensité cardio-respiratoire. Réalisez le même type de séance dans une côte ou dans des escaliers. Et comme sur le plat, je vais essayer de mettre du rythme dans ma marche en utilisant bien mes bras, coude avant-arrière, un mouvement qui accompagne bien mon pas pour lui donner du rythme. Je redescends en marchant calmement, en soufflant bien. Arrivé à mon repère de pas, je recommence. À nouveau, exercice de renforcement musculaire. Je suis toujours vigilant en redescendant à mes appuis. Je relâche bien, je souffle et j'enchaîne en bas. Un dernier conseil, respectez bien une phase d'habituation et par la suite, soyez progressif.
Nous espérons que ces reportages auront su vous intéresser. Nous vous donnons rendez-vous lors d'une prochaine diffusion de Cap Forme Senior, l'émission. D'ici là, à vous de jouer, restez actifs.